Ben voilà, il est 8h16 et là, ce matin, Stéphanie, on s'en va parler avec Stéphanie Benz, qui est biologiste responsable de l'éducation au Bioparc de la Gaspésie. Stéphanie qui va nous parler du pigargue à tête blanche. Bonjour, Stéphanie Benz. Bonjour. Bon matin. Bon matin. Stéphanie, est-ce que le printemps se fait sentir au Bioparc? Est-ce que le comportement animal est en train de changer? Tranquillement, mais sûrement, il y a encore pas mal de neige, mais on peut voir là que nos animaux sont actifs, nos animaux qui hibernaient sont presque tous sortis, donc c'est signe du printemps. Stéphanie, dis-moi donc, le pigargue à tête blanche, es-tu l'oiseau qu'on voit niché là en haut des poteaux de téléphone? En fait, ça, c'est généralement le balbuzard pêcheur. Ah, OK. C'est pas la même chose. On voit, c'est le balbuzard. D'ailleurs, il y en a un là tout près du bioparc, près de la station d'épuration à Bonaventure. Là, il y a un nid de balbuzard. Il y en a d'ailleurs à New Richmond. Il y en a à vraiment beaucoup d'endroits. Et les nids de pigargue, eux, sont beaucoup plus gros et généralement plus loin de la présence humaine. OK. Donc, il y en a quand même, on les voit moins, on les voit un petit peu moins, ces nids-là. Oui, en fait, là, les pigargues vont avoir des territoires beaucoup plus étendus et donc les nids vont être plus loin en forêt, par exemple, mais toujours près d'un point d'eau puisqu'ils se nourrissent de poissons. Et d'ailleurs, nous, on a la chance à Bonaventure d'en avoir un nid de pigargue et c'est des nids qui deviennent là, énormes, peuvent atteindre 4 mètres de hauteur, 2,5 mètres de largeur. Ça peut peser près d'une tonne parce qu'en fait, le couple va généralement réutiliser le même nid et va rajouter des branches et du matériel à tous les ans, ce qui fait que le nid va devenir vraiment, vraiment très, très gros. Et en fait, c'est eux qui font les plus grands nids de tous les oiseaux nicheurs là, de l'Amérique du Nord. Ben oui, ça leur fait comme une grosse cabane, si tu veux. Hey. Mais ils nichent vraiment que sur le dessus, donc c'est vraiment impressionnant là, l'ampleur que ça peut prendre. Donc, tu as dit 4 mètres de haut. Oui. Hey, c'est quelque chose quand Donc, même. ça prend un arbre qui est beaucoup plus gros qu'un poteau d'électricité Ben oui. pour tenir ce nid-là. Oui, ben ça doit, puis pour que ça résiste au vent aussi qu'on a dans le coin. Oui, effectivement. Mais comme les nids sont ils peuvent être sur le bord là, de la côte, mais celui qu'on a à Bonaventure est un peu plus dans les terres, là, en haut de la rivière Bonaventure. Donc, il est un petit peu plus à l'abri du vent que s'il était là, juste sur le bord de la plage. Et qu'est-ce que ça mange, un pigargue à tête blanche? Ça va manger principalement du poisson, mais ça peut aussi manger là des oiseaux, surtout des oiseaux qu'il va trouver près du point d'eau. Ça peut manger des mammifères, des amphibiens, des reptiles. Et c'est pas très difficile. Donc, ça peut manger autant du vivant que des animaux morts. Donc, par exemple, à l'automne, lorsque les chasseurs vont aller en forêt puis vont vider leurs animaux, ben les pigargues vont profiter de ça pour aller justement se nourrir là, des restants parce que c'est de la nourriture qui est quand même facile d'accès pour eux. Et puis bon, on le sait, comme tu le mentionnais, ils construisent des plus grands nids d'Amérique du Nord et tout ça. Pour ce qui est de la ponte finalement d'œufs, ça marche comment? En fait, les couples qui vont être en fait des couples à vie jusqu'à temps qu'un des deux c'est pas beau ça. En fait, c'est très très fréquent chez les oiseaux là, les couples comme ça qui restent ensemble. Ils sont fidèles, oui. Et vont pondre 1 à 3 œufs par année. C'est pas nécessairement les 3 petits qui vont survivre, mais dépendant de la nourriture, généralement des contextes s'il y a des prédateurs, tout ça. Et mâles et femelles vont aider à l'élevage des petits. Et c'est très très protecteur comme oiseau. Donc si la femelle est au nid, le mâle sera pas loin, va aller chercher la nourriture, va protéger le nid d'un potentiel prédateur. Donc, c'est vraiment là des soins là, par les deux. Hey, la charge mentale qui est équitable, Rock, c'est beau ça aussi, là. On dirait que c'est mieux que chez les humains. Ben, hein? Ouais. Ah, ça, moi, je vais vous parler des pigargues ce matin. Je ne prononcerai pas sur les mammifères que nous sommes. Hey, dis-moi donc, c'est un animal qui est solitaire. Généralement, oui, sauf bien sûr au moment de la reproduction. Et ça arrive durant l'hiver qu'ils se regroupent en très, très grand nombre, surtout lorsque la nourriture qui est facile d'accès, qui est abondante. Par exemple, dans les dépotoirs, d'ailleurs, à Saint-Alphonse, derrière le dépotoir, ça arrive souvent qu'on peut avoir là 4-5 parce que, bien sûr, il y a de la nourriture. Ça peut être aussi près des usines de poissons, donc où il y a un accès facile à la nourriture, ils se tolèrent très bien là à plusieurs. OK. Et puis Stéphanie, eux, justement, reviennent du sud à ce temps-ci de l'année. Ils migrent pendant l'hiver, non? Oui, ils vont pas très, très loin. Ils vont, en fait, où il y a de l'eau libre. Parce que comme ils ont besoin de pêcher pour manger, les rivières ici, comme elles sont généralement là bien glacées durant l'hiver, ils n'ont pas accès à de la nourriture. Donc, la majorité
des pigargues qu'on retrouve au Québec vont descendre un peu plus au sud où ils ont accès à de la nourriture plus facile. Quoiqu'il y ait certains endroits, ça arrive en Gaspésie qu'on les voit durant l'hiver, mais par exemple à l'île d'Anticosti où il y a de l'eau libre toute l'année, ben là, il y a une population qui reste toute l'année sans problème. Est-ce que c'est une espèce qui est relativement menacée? En fait, elle a eu vraiment des hauts et des bas, cette espèce-là. Autrefois, là, avant l'arrivée de l'homme et tout ça, il était bien présent en Amérique du Nord. Puis, vers la moitié, fin des années 1900, il y a eu vraiment une chute drastique de cette population de pigargues à cause, entre autres, de la chasse. Donc, les gens les chassaient, ils étaient empoisonnés. Et il y avait aussi l'utilisation des pesticides, dont le DDT, qui affectait grandement le succès reproducteur parce qu'en fait, les œufs des pigargues, et pas juste des pigargues, mais d'autres oiseaux de proie aussi, étaient mous. Donc, lorsque la femelle, par exemple, couvait, ben ça écrasait les œufs et donc, ils n'avaient pas de petits. Donc, ça a vraiment fait chuter la population. Mais dans les années 80, éventuellement, là, on a réalisé le problème. Le DDT a été interdit et heureusement, la population a repris du mieux parce qu'il y a quand même eu des campagnes de sensibilisation, des choses comme ça, question justement d'aider là, cette population. Puis aujourd'hui, elle se porte bien. C'est pas encore là ce qu'elle était avant, mais c'est quand même une bonne population. Mais il y a encore des menaces. Donc, OK. Puis lesquelles sont-elles, ces menaces-là? Premièrement, l'empoisonnement au plomb. Tout à l'heure, je vous disais là, que ça leur arrive de manger les restants de carcasses de chasse. Mm-hmm. Comme on chasse au plomb, le pigargue qui va manger plusieurs carcasses comme ça, va accumuler ce plomb-là dans son corps et peut s'empoisonner lui-même au plomb. Il y a aussi des collisions avec des véhicules, avec des structures fixes, par exemple les éoliennes, et bien sûr, la destruction de l'habitat et le braconnage. Et parlant de braconnage, Stéphanie, est-ce que je me trompe ou des animaux de chez vous du bioparc ont été blessés par des braconniers? Effectivement, donc les deux pigargues qu'on a au bioparc, Audace et Diabolo, sont deux pigargues qui nous ont été amenés justement parce que ils ont été blessés par balle. Les deux ont perdu la moitié d'une aile et peuvent donc pas retourner en nature, pourraient pas se nourrir adéquatement. Donc, sont ici pour vivre une belle retraite après avoir été soignés à l'UCROP, donc l'Union de réhabilitation des oiseaux de proie du Québec. Et donc, eux vont récupérer tous les oiseaux de proie du Québec qui ont été blessés, vont les soigner, les réhabiliter. Quand ils sont capables, les retournent en nature. Et quand les oiseaux sont trop blessés, les amènent dans des endroits comme le bioparc. Stéphanie Benz, biologiste responsable de l'éducation au Bioparc de la Gaspésie, merci encore une fois pour cette belle chronique sur le pigargue à tête blanche. Je te souhaite un beau mois. On a hâte de te réentendre le mois prochain. Merci beaucoup à vous deux. Une très bonne journée. Bonne journée.